Chapitre 3 de la perception du mouvement. Les illusions concernant le mouvement des choses s'analysent aisément et sont fort connues. Par exemple, il suffit que l'observateur soit en mouvement pour que les choses semblent courir en sens contraire. Même par l'effet des mouvements inégaux des choses, certaines choses paraissent courir plus vite que d'autres. Et la lune, à son lever, semblera courir dans le même sens que le voyageur. Par un effet du même genre, le voyageur tourne le dos à l'objet. Si le voyageur tourne le dos à l'objet dont il s'approche, le fond de l'horizon lui semblera s'approcher et venir vers lui. Là-dessus, observez et expliquez. Vous n'y trouverez pas grande difficulté. En revanche, l'interprétation de ces exemples, une fois qu'on les connaît bien, est très ardue et peut servir d'épreuve pour cette force hardie de l'esprit, nécessaire aux philosophes. Voici de quel côté un apprenti philosophe pourra conduire ses réflexions. Il considérera d'abord qu'il n'y a aucune différence entre le mouvement réel perçu et le mouvement imaginaire que l'on prête aux arbres ou à la lune. Aucune différence, entendez, dans la perception que l'on a. Secondement, l'on fera attention que ces mouvements imaginaires sont perçus seulement par relation, ce qui fera voir ici encore l'entendement à l'œuvre, et pensant un mouvement afin d'expliquer des apparences, ce qui est déjà méthode de science à parler strictement, quoique sans langage. Et surtout, l'on comprendra peut-être que les points de comparaison, les positions successives du mobile, les distances variables, tout cela est retenu et ramassé en un tout qui est le mouvement perçu. Ainsi, il s'en faut bien que notre perception du mouvement consiste à le suivre seulement, en changeant toujours le lieu comme fait le mobile lui-même. Le subtil Zénon disait bien que le mobile n'est jamais en mouvement, puisqu'à chaque instant il est exactement où il est. Je reviendrai sur les autres difficultés du même genre, mais nous pouvons comprendre déjà que le mouvement est un tout indivisible, et nous le percevons et pensons tout entier, toutes les positions du mobile étant saisies en même temps, quoique le mobile ne les occupe que successivement. Ainsi, ce n'est point le fait du mouvement que nous saisissons dans la perception, mais réellement son idée immobile, et le mouvement par cette idée. On pardonnera cette excursion trop rapide dans le domaine entier de la connaissance. Ces analyses ne se divisent point. Remarquez encore que de même que nous comptons des unités en les parcourant et laissant aller, mais en les retenant aussi toutes, aussi nous percevons le mouvement en le laissant aller. Oui, mais le long d'un chemin anticipé et conservé, tracé entre des points fixes et pour tout dire immobile. Quand on a déjà un peu de médité là-dessus, rien n'est plus utile à considérer que ces illusions que l'on se donne à volonté, en pensant telle ou telle forme du mouvement. Ainsi, quand on fait tourner un tire-bouchon, on perçoit une translation selon l'axe, sans rotation, si l'on veut, ou encore on peut changer dans l'apparence le sens de la rotation d'un moulin à vent ou d'un anémomètre, pourvu que l'on décide d'orienter l'axe autrement. Ainsi, un autre choix de point fixe fait naître un autre mouvement. La notion du mouvement relatif apparaît ainsi dans la connaissance sans parole. Ce n'est pas peu d'avoir compris que la relativité est de l'essence du mouvement, et même dans la perception la plus connue. Mais l'occasion est bonne d'épuiser tous les paradoxes sur le mouvement sans oublier Zénon d'Élée. Où est l'idée? En ceci que le mouvement est toujours de forme. Le mouvement est la forme du changement. Tel est le principe de cette précaution de méthode que l'on nomme le mécanisme. Ce qui est à comprendre ici, c'est que le mouvement n'est jamais une donnée, mais au contraire toujours un système monté pour nous représenter le changement. Cela paraîtra aisément dans l'exemple d'un ballon que je vois diminuer à mes yeux, et que je traduis en disant qu'il s'éloigne, ce que je perçois en traçant une ligne, et qui s'en va de moi à lui et qui grandit d'instant en instant. Le mouvement sur cette ligne n'est nullement perçu. Ce qui est perçu, c'est un globe qui se rétrécit. Tous les mouvements, si l'on y fait attention, sont ainsi. On en trouve des exemples dans ce chapitre. Et l'analyse en est assez poussée pour que l'on puisse répondre à Zénon. Répondre quoi? D'abord qu'il est vrai en effet que la flèche ne se meut pas par elle-même. Et en effet, son mouvement se rapporte à des objets extérieurs. Le mouvement n'est jamais inhérent à aucune chose. Il n'y peut tenir ni y adhérer. Comment voulez-vous que le mouvement soit dans la chose? Un mouvement est une pensée de relation et de comparaison. Une distance s'accroît, une autre diminue. Mais si je me borne à la chose même, trouverai-je le mouvement? En elle, sous la forme d'un élan, d'une provision de mouvement, ou bien sous la forme d'un effort. Chose à examiner, à discuter. Non pas donner de l'expérience, mais forme.
dont le tout préexiste au parti. Pour évaluer un mouvement, je commence par le finir, je l'attends ensuite à l'achèvement. Le mouvement est de forme comme la causalité. Voilà le point de difficulté. Le changement est qualitatif, c'est-à-dire d'après le changement, vous jugez que le monde a un autre aspect, produit sur vos sens un autre effet. Un corps qui était en l'air se trouve maintenant en bas. Si vous voulez vous représenter ce changement, c'est alors que vous inventez un mouvement. Et le mouvement est quantitatif. Il ne change point la chose mue, mais il se mesure par une longueur dans un temps, par une vitesse. La vitesse est quelque chose d'obscur, car quand le mouvement est fait, la vitesse n'est plus rien. Toujours est-il que la vitesse est une quantité, un rapport de deux quantités mesurables, où le changement consiste dans l'addition ou la soustraction de parties juxtaposées. Certes, ce n'est pas ainsi qu'un rouge sombre devient rouge, à la couleur même. Ce n'est pas ainsi qu'un rouge sombre devient rouge clair. Non, mais tout change à la fois et intérieurement à la couleur même. Telle est la qualité. Elle ne s'étend point d'un lieu à un autre, mais elle est ramassée dans chaque lieu. Sans changement de lieu, elle peut passer du zéro, par exemple le blanc, à tous les roses et aux rouges. Les difficultés sont ici majeures, il y faudra revenir. Saisissons d'abord l'opposition entre la qualité et la quantité. Une saveur est plus ou moins salée. Plus salé ne signifie pas salé à côté de salé. Telle est la qualité. Si vous vous représentez la salure, aussitôt vous en appelez la quantité. Vous comparez un poids de sel à un autre, vous changez en déplaçant le sel, c'est toujours mouvement. D'où l'on pourrait dire que le mouvement est la quantité du changement. Cette substitution se fait dans la science même. On suppose toujours que la chaleur se mesure par un mouvement et même consiste dans un mouvement. Telles sont les idées où un esprit hardi se laissera entraîner sur ce propos du mouvement perçu et des poteaux qui courent le long de la voie. On conçoit que Zénon ait secoué la tête devant cet être qui fait seulement de mes pensées. Revenons à des exemples, il a découvert les difficultés qu'il avait prévues. Tout ce qui a été dit ici de la perception du mouvement s'applique au toucher, et notamment à la connaissance que nous avons de nos propres mouvements par des contacts ou des tensions avec ou sans l'aide de la vue. On jugera sans peine que l'idée de sensation originale, donnant le mouvement comme d'autres, donne la couleur et le son, est une idée creuse. C'est toujours par le mouvement pensé que j'arrive au mouvement senti, et c'est dans l'ensemble d'un mouvement qu'une partie du mouvement est partie du mouvement. Peut-être arriverez-vous promptement à décider que les discussions connues sur le sens musculaire sont étrangères à la connaissance philosophique. Ce n'est en effet qu'une veine dialectique, dont la théorie sera comprise plus tard, après que le langage aura été décrit et examiné comme un étrange objet dont on peut faire à peu près ce qu'on veut. Chapitre 4. L'éducation des sens. L'observation de certains aveugles guéris de la cataracte congénitale a appelé l'attention des philosophes sur ce que les plus grands ont toujours su deviner. C'est qu'on apprend à voir, c'est-à-dire à interpréter les apparences fournies par les lumières, les ombres et les couleurs. Certes, les observations médicales de ce genre sont toujours bonnes à connaître, mais il est plus conforme à la méthode philosophique d'analyser notre vision elle-même et d'y distinguer ce qui nous est présenté de ce que nous devinons. Il est assez évident pour cet horizon de forêt que la vue nous le présente non pas éloigné mais bleuâtre, par l'interposition des couches d'air. Seulement nous savons tous ce que cela signifie. De même, nous savons interpréter la perspective, qui est particulièrement instructive lorsque des objets de même grandeur, comme des colonnes, des fenêtres, des arbres d'une avenue, les arbres d'une avenue sont situés à des distances différentes de nous et paraissent ainsi d'autant plus petits qu'ils sont plus éloignés. Ces remarques sont très aisées à faire dès que l'attention est attirée de ce côté-là, et quelquefois l'entendement naïf s'élève au nom de ce qu'il sait être vrai, contre les apparences que l'on veut lui décrire. Par exemple, un homme qui n'a pas assez observé soutiendra très bien que ces arbres lui-même sont du même vert et que ceux d'ici sont seulement plus éloignés. Un autre, s'essayant au dessin, ne voudra pas d'abord qu'un homme dans l'apparence soit plus petit qu'un parapluie. J'ai connu quelqu'un qui ne voulait pas admettre que nos yeux nous présentent deux images de chaque chose. Il suffit pourtant de fixer les yeux sur un objet assez rapproché comme un crayon pour que les images des objets éloignés se dédoublent aussitôt. Mais l'entendement naïf nie ces apparences d'après ce raisonnement assez fort. Cela n'est pas, je ne puis donc pas le voir. Les peintres, au contraire, sont conduits par leur métier
à ne plus faire attention à la vérité des choses, mais seulement à l'apparence comme telle qu'il s'efforce de reproduire. Les choses en mouvement instruisent mieux le philosophe. Ici, les apparences sont plus fortes et le vrai de la chose est affirmé seulement sans qu'on puisse arriver à le voir. Il n'est pas de voyageur emporté à grande vitesse qui puisse s'empêcher de voir ce qu'il sait pourtant n'être pas, par exemple les arbres et les poteaux courir et tout le paysage tourner comme une roue qui aurait son axe vers l'horizon. Le plus grand astronome voit les étoiles se déplacer dans le ciel, quoiqu'il sache bien que c'est la Terre en réalité qui tourne sur l'axe des pôles. Il est donc assez clair, dès que l'on pense à ces choses qu'il faut apprendre par observation et raisonnement à reconstituer le vrai des choses d'après les apparences, et que c'est ici la main qui est l'institutrice de l'œil. Que l'oreille doit aussi s'instruire et que nous apprenions peu à peu à évaluer, d'après le son, la direction et la distance de l'objet sonore, c'est-à-dire les mouvements que nous aurions à faire pour le voir et le toucher. C'est ce qui est encore plus évident. Un chasseur, un artilleur continue cette éducation par des observations classées et des expériences méthodiques. On peut juger d'après cela du travail d'un enfant qui s'exerce, non sans méprise, à saisir ce qu'il voit et à regarder ce qu'il entend. Le plus difficile est sans doute d'apercevoir que le sens du toucher, éducateur des autres, a dû lui-même s'instruire. Il est connu qu'un homme qui devient aveugle apprend à interpréter beaucoup d'impressions tactiles qu'il ne remarquait même pas auparavant. Par exemple, en touchant la main de son ami, il devinera mille choses que nous lisons d'ordinaire sur le visage. Partant de là, et en remontant, on peut se faire une idée des expériences de l'enfant sur le mou et sur le dur, sur le poli et le rugueux, et tout ce qu'on en peut conclure concernant les saveurs, odeurs et couleurs des choses. Il est clair aussi que parmi ces connaissances, il faut considérer avec attention la connaissance de notre propre corps. Qu'elle ne puisse être immédiate, cela résulte de la notion même de lieu ou de distance qui enferme des rapports et par conséquent on peut être donné dans aucune impression immédiate. Ainsi, dans cette connaissance de notre corps et les choses qui nous semblent toutes données, en réalité tout est appris. Quant aux détails et à l'ordre, on peut s'exercer utilement à les deviner, mais sans s'obstiner à vouloir plus que le vraisemblable. Autrement, on tomberait dans des discussions subtiles et sans fin étrangères à la vraie philosophie. Jules Lagneau proposait à ses élèves cet exercice. Quelles seraient les impressions d'un aveugle né à qui une double opération rendrait successivement à quelques jours d'intervalle l'usage des deux yeux? Naturellement, nous faisions parler l'aveugle lui-même. Nous savions bien distinguer deux choses. D'abord, quelle idée et d'après quoi se faisait l'aveugle de ce que c'est que voir. Discours, analogie avec le oui. Et ensuite, par opposition, nous décrivions l'expérience réelle qui faisait quand le premier bandeau était enlevé et aussitôt remis. C'est ici que l'expression subtile arrivait à donner une idée de la pure sensation. J'ai senti la lumière. Comment? On me dit que j'ai vu la fenêtre, etc. La fenêtre qui y est, je le sais à 3 pas de moi. J'allonge le bras, mais dans quelle direction? Comment savoir? J'insiste sur cet exercice parce qu'il contribue à former le style. N'oubliez pas que tous les aveugles nés ont étonné les médecins par leur récit. À vous donc d'étonner vos lecteurs si vous pouvez. Ce qu'il y a ici de plaisant, c'est que vous devez ignorer toutes ces premières expériences de l'aveugle et que vous découvrez que vous les devinez assez aisément. Par exemple, quand vous savez que vous voyez la fenêtre, vous essayez naturellement de la toucher. Le mouvement de votre bras vous la cache. Vous recommencez, vous interrogez, etc. Il sera capital pour vous d'apprendre à voir votre main, à la reconnaître, à la suivre, etc. Cet exercice de réflexion vous rendra familière l'histoire de votre vue et des autres sens, assez pour servir de départ à vos réflexions. Car il reste de l'incertain ici. Par exemple, comment ai-je appris à voir l'horizon si loin? Peut-être ai-je appris par le secours de la peinture. Ici, il est permis d'inventer. Quelquefois, quand je rêve, les choses que j'ai sous les yeux reviennent à la confusion initiale. Premièrement, je ne distingue plus les objets. Deuxièmement, je ne pense plus le près, le loin, ni le grand, le petit. Il est important de remarquer comment je sors de cet état, c'est-à-dire par jugement et mouvement. Les choses alors se reculent à leur place. Vous observez la même chose quand du premier moment du stéréoscope, vous passez brusquement au relief. Chaque chose se recule alors à sa place, d'autres avancent et même nous étonnent. C'est la naissance d'un monde, c'est la perception succédant à la sensation.